Le bonjour à vous et bienvenue sur Vintage AMTC. Dans cette vidéo, c'est nettoyage du circuit de refroidissement et pose du nouveau thermostat sur la Jeep. Pour te faire un petit topo rapide, le projet M201, ça n'est pas une restauration mais une fiabilisation. 2 ans et demi d'arrêt plus tard, je me suis rappelé que quand elle marchait, tu la prenais, t'allais rouler une demi-heure avec. Et puis après, c'était broutage, calage et impossible de redémarrer. Et donc, ma foi, un petit examen est nécessaire. Bon allez, on va taper directement dans le bois dur. Là, je pars pour déposer le radiateur, la pompe à eau, les durites, la pipe à eau et la sonde de température. Pour un petit lifting et nettoyage. Pour ça, je vais m'aider de mon nouvel allié, il s'agit du MAT. Non, ce n'est pas le revolver de Red Dead Redemption 1, mais plutôt une RTA en 1000 fois plus élaborée. Enfin, surtout 1000 fois plus détaillée. Édition 1974, Hotchkiss type M201, 24 volts, approuvé par le chef d'état-major de l'armée de terre. Yabol, Air Général. Il est tellement épais, par contre, ça me fait penser à la scène dans Taxi 3. Alain, je crois que monsieur a besoin d'une adresse. Bouches-du-Rhône? Merde. Déjà, dans un premier temps, on va commencer par vidanger le circuit de refroidissement. Il y a un truc qui est prévu à cet effet et qui est vachement bien sur les véhicules anciens. Si sur les technologies modernes, pour le vidanger, vous avez besoin de tirer la durite la plus basse du radiateur, ici, vous avez un robinet. Et ce qui est vachement pratique, c'est que si tu décides d'enlever 1 litre pour intervenir, admettons, sur la pipe à eau, ben c'est comme un robinet d'eau, en fait. Tu l'ouvres et tu le fermes. Et puis après, si tu as besoin de tout vidanger, tu dévisses l'écrou et tu fais sauter le robinet. Pour vous dire, sur le McCormick, c'était exactement le même principe. Et ça, c'est pour vidanger le radiateur. Après, il y a un deuxième point de vidange, c'est le bloc moteur. Le bouchon, on le voit pas très bien, il est situé tout en bas, il est entre la dynamo et le bloc. Pour faire simple, la vidange du circuit de refroidissement, elle se fait en 2 temps. D'abord, tu fais le radiateur, et après, tu fais tout ce qui est bloc moteur culasse. Et il passe pas en plus. Là, je devrais sortir environ 10 litres d'eau. Alors, j'ai ouvert le bouchon du radiateur. Soit tu prends une pince multiprise et t'ouvres le robinet. C'est vraiment comme un robinet de cuisine. Tu gères l'intensité de l'eau. D'ailleurs, attention, liquide de refroidissement, déchets polluants et dangereux pour la santé. Et là, maintenant, tu laisses couler tranquillement, tu vas te servir un drink, tu vas faire la sieste, tu fais ce que tu veux, mais t'en as, bon, à peu près pour 10-15 minutes. Malheureusement, je viens de pencher l'œil et je me suis rappelé que celui-ci, à mon avis, il cherche à prendre son indépendance. Soit je le répare à la soudure, soit j'achète une ligne complète. Si par hasard tu sais avec quel type de soudure une ligne d'échappement ça peut se réparer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Vous savez d'ailleurs que pour la petite anecdote, sur cette auto, la pipe à eau, c'est une des premières choses que j'ai démontées dans toute ma jeune vie de mécanicien automobile. C'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai découvert qu'elle était dépourvue de thermostat. Et pour rigoler un peu, tu veux voir l'erreur de l'apprenti? Voilà. Va falloir la sortir soit à la pince, soit à la queue de cochon. Bon, enfin, c'est des choses qui arrivent. Surtout que j'ai la même du collecteur d'échappement dans le bloc moteur. Maintenant, chose pas simple, t'essayes de te frayer un chemin avec ta clé et venir dévisser le bouchon de vidange du bloc moteur. Dommage, j'ai pas eu le temps de filmer. Pour info, le bouchon, il ressemble à ça. Par contre, j'espère que le joint du carter d'huile, il est bien étanche. Bon, après, ma foi, je l'avais changé il y a 2 ans, mais bon. Là, maintenant, t'es tranquille, tu peux tout démonter en sécurité. Alors, dans un premier temps, je vais partir sur le démontage des durites avec les colliers et les caoutchoucs. Après ça, la pipe à eau, la baguette, le radiateur et les courroies et la pompe à eau. Je suis très sceptique sur l'état intérieur de la culasse. Je sais pas si on voit très bien, mais j'ai mis mon doigt dedans et malheureusement ça présage rien de bon. Ça me rappelle un peu le McCormick. L'intérieur était exactement pareil et malheureusement un jour il y a le liquide de refroidissement qui est passé dans l'huile. Là c'est pas compliqué de toute manière, avec cette auto là je vais la fiabiliser, mais de toute manière un jour ou l'autre il faudra qu'elle soit restaurée. Tiens, regarde un peu l'état du moteur, il y a des vis qui pètent dans le bloc et tout est presque rouillé. Bon enfin, pour l'instant on va continuer, mais de toute manière il faudra qu'elle biche un jour ou l'autre. D'ailleurs, attention, liquide de refroidissement, déchets polluants et dangereux pour la santé.
Le fonctionnement de chaque élément, rassurez-vous, je l'expliquerai au moment de leur remontage. En tout cas, juste petite information, les radiateurs, on fait surtout très attention aux ailettes. C'est bon, en moyenne, quand on sait le prix que ça coûte, là, je viens de m'apercevoir que j'ai abîmé celui de la R5. Allez, là, maintenant, je vais déposer la courroie avec la pompe à eau et le ventilateur. Pour ça, ici, au niveau de la dynamo, on a un bras de tension. Il faut tout simplement le mettre en position haute, comme ça, on pourra dégager la courroie. D'ailleurs, vous avez vu, c'est une double courroie d'accessoires. Alors ça, pour la petite anecdote, c'est typique des Hotchkiss M201 en version 24 volts. Les 6 volts et les 12 volts, il y a juste une seule courroie dessus. Quelle est la raison? Je sais pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors là, je suis en train de nettoyer le plan de joint de la pompe à eau. J'ai enlevé l'ancien sans le casser et de ce fait, ça m'a permis, grâce à de la feuille à joint, de pouvoir reconstruire le nouveau. Là, l'objectif, c'est d'enlever toutes les impuretés et de retrouver une surface plus ou moins plane et après, on passera un petit coup de papier abrasif. Ensuite, même schéma sur la pipe à eau. En ce qui concerne la pose du nouveau thermostat, le mat nous indique qu'il faut d'abord mettre la tête vers la sortie et le soufflet vers le bas. Après ça, on viendra enquiller l'anneau de blocage. Cet anneau, d'une part, il sert à le bloquer dans son emplacement, mais aussi éviter qu'il se barre et qu'il se balade dans tout le circuit. Pour finir, on viendra y apposer son petit joint. Et lui, je l'ai pas refait, il était compris dans le kit. En ce qui concerne les deux courroies d'accessoires. Alors en théorie, elles sont neuves puisqu'elles ont environ à tout péter 2 heures de marche. Mais en revanche, elles ont aussi 2 ans d'arrêt. Pour voir si elles sont potables, tu les plies pour avoir un visuel sur le bord intérieur. Et tu regardes si elles sont pas craquelées. Craquelées, limées, déchirées, trop usées signifie bien entendu remplacement. En ce qui concerne le roulement de poulie de pompe à eau. Ce qui est vachement bien avec ce type de pompe, c'est que le roulement est remplaçable. Et c'est pas comme aujourd'hui où tu es obligé de changer tout l'élémentier. Au même titre qu'un roulement de roue, il doit pas faire de bruit. Il doit pas y avoir de résistance dans la rotation et il doit pas y avoir de jeu. Ça brasse de l'air, c'est bien. Les durites d'eau, alors ce qui est bien sur cette auto, c'est que contrairement à celle d'aujourd'hui, il n'y en a pas 10 000, il y en a que 2. Écoutez, elles ont l'air plutôt en bon état. Celle-là, elle est d'origine, celle-là, je l'avais remplacée. Les caoutchoucs et les colliers, pareil, en bon état, et je les avais remplacés aussi en même temps. Faut juste les rincer un peu à l'eau claire et ça suffira largement. En ce qui concerne le radiateur, lui, pareil, je vais le rincer à l'eau claire. Après, il existe des produits qui sont prévus à cet effet. Mais ça, c'est plus pour être utilisé quand le moteur est tournant. Vous versez le produit dans le vase d'expansion ou dans le radiateur. Vous faites tourner pendant 40 minutes. Après, vous vidangez votre circuit. Sinon, tu as la technique un peu chantée, on va dire, où tu mets ton tuyau d'arrosage dans le radiateur, tu fais tourner ton moteur, tu ouvres le bouchon de vidange, tu le laisses nettoyer tout seul. Voilà ce que je voulais dire. Ça, maintenant, on le balance pas dans la nature, ça va de soi. On le met dans un bidon et on va l'amener soit dans un garage auto agréé, soit dans une déchetterie agréée. Pourquoi il y a de l'huile moteur? Eh bien parce que dans mon autre bac à vidange, il restait un peu de liquide de refroidissement et malheureusement un peu d'huile aussi. Maintenant, on va pouvoir attaquer le remontage. Et dans un premier temps, je vais commencer par la pompe à eau. Alors déjà, avant toute chose, un petit avant-propos s'impose. La pompe à eau, elle sera systématique sur tous les moteurs thermiques tant qu'il y a du refroidissement par eau. Et à défaut de dire pompe à eau, son vrai nom est pompe de liquide de refroidissement. Une pompe à eau, c'est pas extrêmement gros et on la trouvera essentiellement sur la culasse ou sur le bloc moteur. En fait, comme je l'ai fait entendre précédemment, c'est une pompe rotative et elle capte la rotation du moteur via des courroies et des poulies. Et en fait, on va trouver tout au bout une hélice qui est sertie dans l'axe de la pompe qui va se charger de faire circuler le liquide de refroidissement dans la totalité du circuit. D'abord, il va passer dans la pompe, après il va passer dans le radiateur, après dans les durites, après au niveau de la pipe à eau et du thermostat, la culasse, le bloc moteur et pour revenir vers la pompe. Si la plupart du temps la pompe à eau est peut être entraînée par la courroie d'accessoires, il faut savoir qu'aujourd'hui sur les technologies modernes, elle peut aussi être entraînée par la courroie de distribution. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un kit distribution.
Ah oui, j'oubliais d'ailleurs. C'est de mettre une fine couche d'huile sur le joint papier. Ça va permettre de le protéger, de le préserver. Ça évitera le montage 100% à sec. Là, je présente toutes les vis et après, on va pouvoir attaquer le serrage. Les 4 vis sont serrées, on va pouvoir faire un serrage définitif au couple. Alors selon le mat, il n'y a pas de serrage qui est préconisé. Au vu de la taille des vis, je vais leur mettre un petit 20 Nm, 25 maximum. Le serrage au couple, on l'effectue avec une clé dynamométrique. Ça permet de serrer les vis avec une force bien précise. Et l'unité de mesure est exprimée en Newton-mètre. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y venir plus tard. Deuxième étape de la manœuvre, remontage de la pipe à eau. Et avec son petit thermostat à l'intérieur, tout neuf. Du coup, je l'ai testé, il est fonctionnel. La méthode, elle est très simple. Tu fais chauffer de l'eau entre 75 et 85 degrés. Tu le plonges dedans, et pour savoir s'il est fonctionnel, il doit s'ouvrir à ce niveau ici. Allez, on va nettoyer un peu le plan de joint, et je vais t'expliquer l'utilité du thermostat. En fait, il sert à bloquer l'arrivée du liquide de refroidissement du radiateur jusqu'à la culasse. Ça permet tout simplement au liquide de refroidissement de pouvoir monter rapidement et correctement en température. Après, au-delà d'une certaine température, si vous voulez, c'est écrit sur le corps du thermostat, c'est sa température d'ouverture. Et à ce moment-là, en s'ouvrant, il va permettre de faire circuler l'eau dans la totalité du circuit, et ainsi être refroidi. Lors de l'arrêt du moteur, quand la température va redescendre, il se refermera. Même bataille que tout à l'heure, on met un peu d'huile sur le joint. Enfin, je dis ça, c'est valable pour les joints en papier, les joints en liège. Lui, malheureusement, je suis pas en mesure de pouvoir le remplacer aujourd'hui. Donc, à rectifier impérativement avant de remettre le moteur en eau. Comme les têtes de vis sont un peu plus grosses, on va lui mettre 25 Newton. Troisième étape, remontage des deux courroies d'accessoires. Alors les courroies d'accessoires, en principe, elles n'ont pas de sens de montage. En revanche, il peut y avoir des exceptions, elles peuvent avoir une flèche. Donc si elles en sont équipées, vous les montez dans le sens de rotation. Alors ça peut être une opération chiante et compliquée. N'hésitez pas à faire tourner le moteur à l'aide d'une manivelle ou d'une clé. Là, la première, on est bon, non sans mal. Hop. Pour le serrage de la courroie d'accessoires, alors si aujourd'hui sur les technologies modernes c'est un tendeur automatique qui est fait par le biais d'un ressort, sur les technologies anciennes c'est un peu plus technique. Alors au travers de mes cours j'ai vu qu'il existait des appareils où la tension pouvait être mesurée en Hertz. Il y a même des applications smartphone qui sont dédiées à ça, je crois qu'il suffit de faire comme ceci et puis ça mesure l'onde ou je sais pas quoi. Enfin, si vous avez des infos sur ça, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Là, avec des courroies classiques et de type trapézoïdal, on considère que la courroie est correctement tendue dès lors que tu arrives à faire un quart de tour maximum. Le mat, il nous indique qu'il faut mettre une règle entre la poulie de pompe à eau et la poulie de la dynamo et mesurer la profondeur. Mais bon, j'ai déjà essayé, pour des questions d'accès, c'est un petit peu chiant. Dès que l'on obtient la bonne tension, on viendra serrer le bras de la dynamo définitivement. Le contrôle final, c'est de faire les tours moteurs à la manivelle et de voir si ça entraîne correctement tous les accessoires. Quatrième étape, reposer le radiateur. Mais lui, je vous le fais en accéléré, après je vous explique son utilité. Comme je viens de serrer la baguette qui permet de tenir le radiateur, je vais faire tourner le moteur pour voir si les pales de l'hélice ne percutent pas le radiateur en lui-même et pourraient l'endommager. Donc le radiateur, à ne pas confondre avec le radiateur de chauffage. Lui, son utilité, c'est de refroidir le liquide de refroidissement. Si on regarde bien côté route et côté pale de la pompe à eau, il a des ailettes. Quand on roule, l'air va pénétrer dans ces ailettes et quand vous êtes à l'arrêt, avec la rotation du moteur au ralenti, les pales vont se charger de créer de l'air et de l'envoyer de ce côté-ci dans les ailettes. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du radiateur? Des canalisations, où il circulera le liquide de refroidissement. Et cet air qui vient à la fois du côté moteur et du côté route permettra de refroidir l'eau, tout simplement. Allez, dernière étape, je vais remonter les durites. J'ai préféré couper la caméra, j'ai mis 1 heure à les remonter. Pendant 2 ans, elles ont séché et impossible de les réenquiller. La seule solution que j'ai eue, c'était d'enduire de graisse l'intérieur des caoutchoucs et l'extérieur des tuyaux. Et là, forcément, 1 heure de galère après,
c'est rentré nickel. Effectivement, avant de finir la vidéo, j'avais dit au début que je parlerais de la sonde de température d'eau. Bon, elle en gros, pour faire simple, elle va capter la température de l'eau et la renvoyer soit sur un manomètre au tableau de bord, soit dans un voyant. Bon, écoutez, à l'époque où la Jeep est tournée, elle était fonctionnelle, il n'y avait pas de fuite. Ah oui, j'ai oublié de préciser juste, la plupart du temps, on la retrouve dans la culasse. Et ce qui permet de garantir l'étanchéité des filetages, c'est du silicone haute température. Allez, avant de conclure, on va quand même faire un petit test avec le multimètre. On va voir si elle est pas coupée et si elle est en mesure de toujours laisser passer du courant. Pour ça, on viendra mettre le sélecteur sur résistance. La sonde, elle est ici, donc on a l'alimentation positive qui est là, et puis la masse, elle est faite avec la culasse. Si on regarde le cadran du multimètre, le courant ne passe pas. Et si on met le fil rouge sur l'alimentation positive et le noir sur la masse, 0, elle est en mesure de pouvoir laisser passer du courant, elle n'est pas coupée, donc elle est a priori fonctionnelle. Alors après avoir démonté et remonté tous les éléments du circuit de refroidissement, je vais pas remettre le moteur en eau tout de suite. Pourquoi ça? Parce que le prochain chantier sur la Jeep, il portera sur le remplacement du joint du collecteur et par la même occasion le réglage des soupapes. En fait, les goujons du collecteur sont traversants avec le circuit de refroidissement. Et il y a pas très longtemps de ça, j'ai eu quelques mauvaises surprises. Et en plus, un goujon qui s'est cassé en deux dans le bloc, mais ça c'est une autre histoire. Bon écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Et pour finir, surtout mes chers amis, l'essentiel, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à Vintage MTC. Quant à moi, je vous dis à bientôt et surtout bonne route à vous.